Donc moi, je m'appelle Véronique Nali de Machy. Je suis expert dans le management de la continuité des activités. J'ai travaillé avec les personnes qui avaient réfléchi au premier plan de continuité des activités pour les banques et les organisations de la City à Londres, après les attentats de Bishopsgate dans les années 89, 90, 91. Et à partir de là, les entreprises se sont dit, c'est très bien, on a des plans de secours informatiques, mais on n'a pas de solution. Si toutefois on n'a pas accès à notre environnement de travail habituel demain matin, comment est-ce qu'on va faire pour reprendre nos activités, pour recevoir nos clients, pour permettre à nos équipes de travailler? Donc sont nés les premiers plans de continuité d'activité dans les années 90, 92, 95. Et donc moi j'ai démarré avec les Anglais, travailler sur ces problématiques au milieu des années 90. Quand j'ai importé ça en France, c'était, je parlais un petit peu chinois, parce qu'on parlait de management des risques, on parlait de plans de secours informatiques pour les entreprises qui étaient les plus développées, et on parlait pas de business continuity management, et encore moins de PCA. Voilà. Après, il y a eu l'incendie du Crédit Lyonnais en 1996. Il y a eu le 11 septembre 2001, Fukushima, et le printemps arabe avant Fukushima. Et donc aujourd'hui, on peut pas dire que un événement majeur n'arrive qu'aux autres. Et la crise qu'on est en train de vivre, quand on a 4 milliards d'êtres humains qui sont confinés, enfin, moins théoriquement par rapport aux décisions qu'ont prises leur gouvernement, on peut imaginer effectivement que là, ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on est tous concernés, que toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées par la continuité de leurs activités. Voilà pour la présentation. Donc oui, donc moi j'interviens, je forme les gens pour pouvoir construire des plans de continuité d'activité, j'accompagne les équipes en interne, je transmets mon savoir-faire, puisque l'important c'est qu'une fois que je sois passée, les gens sachent maintenir un plan de continuité d'activité en conditions opérationnelles, qu'ils sachent le tester et qu'ils n'aient plus besoin de moi pour le faire vivre et encore moins besoin de moi pour le déclencher, si toutefois ils en avaient besoin. Donc, je fais aussi des formations en inter-entreprise, comme c'est le cas pour l'ESA. Je travaille dans tous les secteurs d'activité. On peut mettre en place des plans de continuité d'activité, aussi bien dans l'industrie, dans la logistique, dans les services. C'est toujours les mêmes questions qu'on va se poser. C'est qu'est-ce qui ne peut pas s'arrêter? Ça ne peut pas s'arrêter pendant combien de temps au maximum? Et qu'est-ce qu'on va devoir reprendre comme activité? Avec qui? Comment? Et avec quoi? Ce sont toujours les mêmes questions. On me demande souvent, oui, mais vous n'avez pas fait de plan de continuité d'activité dans notre domaine d'activité. C'est pas un souci. Ce qui est important, c'est la méthode de construction du plan de continuité d'activité. Voilà. Je passe aussi pas mal de temps à faire des exercices. C'est-à-dire que j'entraîne mes clients à tester leurs solutions de secours. Donc, on a pu faire des tests en grandeur nature, en tout cas en région parisienne, avec la grève RATP, la grève de transport qu'on a pu avoir en région parisienne en décembre et en janvier dernier. Donc, on a pu tester beaucoup de plans de continuité d'activité en live à ce moment-là, avec des personnes qui sont restées à leur domicile pendant plusieurs jours et qui ont pu continuer à travailler. Et en fait, 2 mois plus tard, voilà, pour les clients pour lesquels on a pu faire ces exercices grandeur nature, eh bien, ça permet effectivement ça nous a permis de nous assurer que ça fonctionnait et on les réutilise depuis quelques semaines. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité? Puisque on parle des PCA à l'épreuve du Covid, il faut dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas toutes la même définition de ce qu'est un plan de continuité d'activité. Donc, avant de démarrer à parler du sujet, il serait peut-être bien de se mettre un petit peu d'accord sur la terminologie. Donc, un plan de continuité d'activité, c'est un dispositif qu'on met en place par temps calme et qui permet d'assurer la continuité des activités critiques d'une entreprise, validée comme telle par une direction,
avec des moyens et des modes opératoires qu'on a mis en place et qu'on a développés par temps calme. Ces dispositifs, ces modes opératoires, on les a partagés avec le personnel, c'est-à-dire que les gens ont été informés, sensibilisés, formés, et on a bien sûr fait des exercices probants qui nous ont permis de nous rendre compte que tout ce qu'on avait mis en place théoriquement, ça fonctionnait. Et si ça ne fonctionnait pas, les exercices ont permis de révéler des failles, des points d'optimisation que chaque année, on prend en compte pour avoir un plan de continuité d'activité de plus en plus opérationnel. Alors, il s'agit bien d'un plan de continuité des activités et pas un plan de continuité informatique ou des systèmes d'information. Un plan de secours informatique, il a vocation à partir de sauvegarde, de restaurer un environnement informatique et de mettre à disposition des utilisateurs un système d'information restauré, peu importe les techniques de restauration, le temps de restauration, mais ça reste un plan de secours informatique et il est sous la responsabilité de la direction informatique. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on met en place un plan de continuité d'activité, que ce soit dans l'industrie et également dans les services, on ne va pas travailler avec l'informatique pour mettre à disposition des moyens informatiques de secours pour assurer la continuité des activités critiques. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont équipées de PC portables pour travailler à leur domicile, bien évidemment, elles ont pu se connecter, elles peuvent travailler aujourd'hui grâce au réseau, grâce à l'accès aux données et aux applications critiques que leur ont mises à disposition une direction informatique. Mais ça, c'est des outils techniques qui permettent d'assurer la continuité des activités. Voilà. Donc, première définition donc du plan de continuité d'activité. Moi, par exemple, autour de moi aujourd'hui, on me dit mais vous devez être très occupé. Mes amis me disent mais tu dois être débordé de plan de continuité, gestion de crise. Non, moi en ce moment je ne suis pas débordée parce que j'ai travaillé par temps calme avec mes clients qui ont mis en place des plans de continuité d'activité, qui ont nécessité lors de leur déploiement il y a maintenant 3 semaines, un mois, des ajustements. Donc, il est arrivé de participer à certaines cellules de crise pour faire un état des lieux. Donc, ces ajustements, ils ont eu lieu. Et aujourd'hui, mes clients, ils sont en vitesse de croisière et ils peuvent assurer la continuité de leurs activités avec des solutions qu'on a mis en place par temps calme. Par contre, les entreprises qui n'avaient pas réfléchi à des solutions pour assurer à distance la continuité de leurs activités font face à une gestion de crise beaucoup plus stressante et beaucoup moins sereine que les entreprises qui avaient réfléchi à mettre en place des solutions, en tout cas de travail occasionnel à distance, plus communément appelé télétravail, bien qu'on ne parle pas de la même chose. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Voilà, pour la définition du plan de continuité d'activité. Alors, on dit souvent que le plan de continuité d'activité, vous êtes invité à ce webinaire par l'ESA, que le plan de continuité d'activité, ça fait partie, mettre en place un management de la continuité des activités, ça fait partie d'une démarche de management des risques. Alors, oui et non. C'est un petit peu plus compliqué que ça et la réalité nous démontre que le management de la continuité des activités, c'est pas tout à fait la même chose que le management des risques. Vous avez d'une part la gestion des risques qui est liée aux problématiques d'assurance. Vous allez dans vos entreprises faire des cartographies des risques. Vous allez évaluer les risques, vous allez les classer, vous allez les mesurer. Le risque d'interruption majeur d'une activité, d'inaccessibilité à un site, d'un risque majeur, celui qui va nécessiter la mise en place d'un plan de continuité d'activité. En général, dans la cartographie de risque, on le trouve tout en haut, dans un coin, en rouge. Et bien sûr, à la fin de la cartographie des risques, pour couvrir cette partie en rouge, on va conseiller de mettre en place un plan de continuité d'activité. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire et c'est pas grâce à une cartographie des risques qu'on va bâtir un plan de continuité d'activité. Ce n'est pas non plus parce que dans ma cartographie des risques, j'ai listé tout un tas de scénarios d'interruption
qui risquerait de venir interrompre mon activité, que je produise des yaourts, du foie gras, des crèmes de beauté, des flux financiers, des contrats d'assurance, peu importe vos domaines d'activité, hein. Donc, on peut lister tout ce qui peut venir arrêter une activité, un incendie, l'inondation, un groupe de pression, de la malveillance, une prise d'otage, des grèves, enfin voilà. Tout ça, ce sont des scénarios susceptibles de venir interrompre votre activité. Ça, c'est ce que va faire le management des risques. Et ces scénarios, ils vont essayer d'en réduire la probabilité d'occurrence. Ils vont essayer de diminuer leurs impacts. Néanmoins, là, on travaille sur du risk management. On essaye de réduire les risques d'interruption de l'activité. Par exemple, moi, je n'emploie jamais le mot risque. J'emploie toujours le mot impact. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive à une entreprise, je ne vais pas, entre guillemets, perdre mon temps à lister les scénarios qui peuvent interrompre l'activité de mes clients. Moi, je vais les mettre dans une situation qui est la suivante. Je vais leur dire, voilà, demain, ce site est indisponible. Demain, que ce soit un site de production, un site où il y a des activités de service, demain, ce site est indisponible. C'est quels sont les impacts? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est pas tolérable? C'est tolérable pendant combien de temps? Quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Donc, si je fais une croix sur ce site, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour assurer la continuité des activités critiques de ce site? Et ça permet effectivement de ne pas perdre du temps sur l'identification de ce qui pourrait arriver, des différents scénarios de risque. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu avec le printemps arabe, je l'avais déjà vécu avec le 11 septembre 2001, parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup aux États-Unis et en Angleterre. Je l'ai vécu avec des crises, notamment que j'ai pu voir au Maghreb ou au Moyen-Orient. Je l'ai encore vécu avec effectivement des arrêts d'activité suite aux gilets jaunes ou aux grèves de transport au mois de décembre. Ce sont les scénarios, on peut jamais les prévoir de manière très claire. On peut prévoir une grève, on ne sait pas combien de temps elle va durer, ni quand elle va arriver. On peut prévoir une inondation, on peut prévoir un incendie. Mais peu importe ce qu'on prévoit, ce qui va vraiment faire bouger une direction sur le fait qu'il va y avoir des moyens donnés pour mettre en place un plan de continuité d'activité, c'est vraiment l'analyse des impacts des interruptions des activités. C'est vraiment ça. En anglais, pour certains d'entre vous qui travaillent dans des sociétés où on utilise des anglicismes, on appelle ça le Business Impact Analysis, la fameuse BIA. En français, la traduction exacte de BIA, c'est pas analyse d'impact, mais c'est analyse des impacts, des interruptions des activités. Le management de la continuité des activités, il se situe, quand je parle jargon risque, probabilité extrêmement faible, impact fatal. Et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui avec le coronavirus. La probabilité qu'un jour sur la planète, nous soyons 4 millions d'êtres humains confinés chez nous, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir un toit, et des pans d'activité complètement réduites, du chômage partiel, des inscriptions au chômage, etc. C'est dans aucune cartographie des risques. Dans les cartographies des risques, on a le risque de pandémie et on se basait jusque-là sur ce qu'on avait vécu sur H1N1. H1N1, on était équipés, mais on a échappé à la crise. Voilà. Donc c'est la fatalité qui fait qu'on s'est cru plus fort que ce qui pouvait nous arriver. Voilà pour situer le plan de continuité d'activité, pour situer le management de la continuité des activités versus gestion des risques. Et je voudrais dire un mot aussi sur la gestion de crise, puisqu'on met souvent continuité, gestion de crise dans le même panier. Déjà, c'est important d'expliquer ces différences à vos dirigeants, parce que pour pouvoir prendre les bonnes décisions,
il faut exactement savoir de quoi on parle. On parle d'un plan de secours informatique, on parle d'un plan de continuité d'activité, on parle de procédures qui vont nous aider à gérer une crise et à communiquer vers nos clients. On ne parle pas de la même chose. Souvent, on enferme tout ça. Il y a encore beaucoup d'amalgames et il n'y a pas une compréhension très claire des directions générales, des différents comités de direction, des différents COMEX sur ces sujets. Je vois pour intervenir moi-même dans ces réunions que j'ai besoin de faire de la pédagogie, de nommer les choses et de les définir. C'est pour ça que je commence à le faire avec vous, parce que je ne sais pas d'où vous venez et quel est votre niveau de connaissance sur ce sujet. Donc, voilà pourquoi j'ai posé ces bases. Dans une entreprise, donc je reviens à ma gestion de crise, une direction doit se préparer à gérer des crises, à gérer tout type de crise. Donc, en général, moi, mes clients, avant d'avoir mis en place un plan de continuité d'activité, ils sont plutôt bons dans la gestion des crises qui sont en lien avec leur cœur de métier. Autrement dit, un labo pharmaceutique, il va très bien savoir gérer une crise sur un médicament en test. Par contre, ces entreprises-là, si demain on doit activer un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire déclencher un plan de continuité d'activité pour l'une de leurs usines, dans leur entrepôt, de leur bâtiment administratif, elles ne sont pas entraînées à gérer ce type de crise-là. Donc, il faut entraîner les directions des entreprises à gérer des crises qui sont éloignées de leur cœur de métier, dont le déclenchement d'un PCA, dont la gestion de crises humaines, grève, suicide d'employés, burn-out, etc. Des choses qui sont pas en lien avec leur cœur de métier, mais qui sont en lien avec d'autres types de crises que l'on peut rencontrer sur notre chemin. Donc voilà, il y a bien la gestion des crises, la gestion de la continuité des activités et la gestion des risques. La gestion des plans la continuité des activités, la mise en place de plans de continuité des activités, c'est quelque chose de particulier. Et je tiens des statistiques par rapport au temps nécessaire chez mes clients pour maintenir les plans de continuité d'activité opérationnels. Et ce que je remarque, c'est que si on a mis à peu près 100 jours pour développer la première version de son plan de continuité d'activité, il va nous falloir à peu près 30 jours chaque année pour le maintenir en condition opérationnelle. C'est-à-dire qu'une équipe PCA qui a dépensé 100 jours pour faire son plan de continuité d'activité dans sa première version, chaque année devra consacrer environ le tiers de son temps pour le maintenir en condition opérationnelle. Ça, c'est quelque chose qui est à retenir parce que c'est issu de la réalité de terrain. C'est pas un concept, c'est vraiment une statistique. Et c'est intéressant. Je ne sais pas quelles sont vos fonctions exactes dans l'entreprise, mais de sensibiliser les directions sur ces sujets. C'est un projet à vie, un plan de continuité d'activité, et c'est quelque chose pour lequel il faut prévoir un budget récurrent de mise à jour et de test. Si on l'a pas prévu, à peine on aura fini d'écrire la première version, qui sera déjà obsolète et qui ne sera pas ou peu opérationnelle dans le futur. Pourquoi? Pour faire face à quel scénario on met en place un plan de continuité d'activité? Alors, il y a 4 grandes familles de risques pour lesquels on met en place un plan de continuité d'activité. Quand on a fini sa cartographie, si je vais être un petit peu pédagogique, il y a une famille de risques d'ailleurs qui est l'indisponibilité du système d'information. Par rapport à ça, il y a un plan de secours informatique qui est mis en place et il n'est pas sous la responsabilité d'un risque manager ou d'un responsable de la continuité d'activité. Il est sous la responsabilité d'un responsable informatique ou d'un directeur informatique. Parce que c'est quelque chose de spécifique. Ensuite, il nous reste 3 grands risques pour lesquels on développe principalement un plan de continuité d'activité. Premier risque, le risque d'indisponibilité à l'environnement de travail. 80% des plans de continuité d'activité qui sont faits en France, selon une récente étude qui a été faite par un cabinet d'avocats au mois de janvier dernier, donc c'est récent ces chiffres, 80% des entreprises françaises qui disent avoir un plan de continuité d'activité l'ont mis en place pour faire face à une indisponibilité de leur environnement de travail. Alors, elles n'avaient pas pensé
à un Covid, ces entreprises. Elles avaient plutôt pensé à un incendie, à une inondation, à une occupation de leurs locaux par un groupe de pression ou destruction, type ce qui s'est passé avec les gilets jaunes il y a quelques mois. Voilà, donc indisponibilité d'accès à l'environnement de travail. Ça fonctionne aussi pour les grèves, grèves de transport. Ça fonctionne aussi pour les épisodes neigeux. On peut aller travailler, mais c'est compliqué. Les locaux sont disponibles, mais pas accessibles parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a une grève de transport. Donc c'est pour ça que 80% des plans de quantité qui existent sont faits pour couvrir ce risque d'indisponibilité de l'environnement de travail, indisponibilité partielle ou totale. Quand on met en place un plan de quantité d'activité, on n'a pas 14 plans de continuité qui permettent de répondre à partiel total. On a un plan maximum qui dit si demain je peux pas rentrer dans les locaux pendant plus de 2 semaines, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme armada? Et quand j'ai mis ça en place, effectivement, je peux traiter un événement de moindre importance. Deuxième scénario, c'est le scénario d'indisponibilité des ressources humaines. Je mets en place un plan de quantité d'activité pour faire face à une pandémie. Alors effectivement, là, on est dans ce cas. Sauf que dans le cas particulier du Covid-19, on a à la fois dans le cas d'une pandémie, mais attention, c'est pas Ebola, c'est pas 40% de mortalité, c'est pas des dizaines de milliers de personnes malades qui ne peuvent pas travailler. C'est pas non plus une inaccessibilité du site total de type incendie, du type personne ne peut rentrer dans les locaux, mais les locaux sont accessibles, mais on ne peut pas faire travailler les gens proches ou côte à côte. Donc, on est dans cette situation du Covid sur un mélange de scénarios indisponibilité de l'environnement de travail habituel, parce que je ne peux pas faire travailler les gens côte à côte, ouvrir ma cantine, aller à la machine à café et faire en sorte que sur un plateau où j'ai 100 personnes, mais il y a 100 personnes qui travaillent, je vais en mettre peut-être 10, je vais en mettre peut-être 15, je vais en mettre peut-être 20. Mais en tout cas, c'est le maximum que j'ai pu constater ces dernières semaines sur les plateaux. Donc, j'ai effectivement cette indisponibilité à l'environnement de travail qui est partielle là. Je peux rentrer dans mes locaux et je peux faire travailler un minimum de personnes dans les locaux quand c'est strictement nécessaire. On verra tout à l'heure. Des activités qui doivent récupérer du courrier qui n'est pas scanné, des équipes courrier qui doivent scanner le courrier pour transférer un certain nombre d'éléments aux personnes qui sont à domicile et leur donner de la matière pour travailler. Des travaux d'impression aussi, s'il y a des lettres, des mailings qui doivent partir pendant cette période ou des lettres qui doivent partir à l'extérieur, on n'imprime pas chez soi en télétravail la petite lettre avec l'antenne de l'entreprise et on va pas la mettre à la poste du coin. Tout ça, c'est centralisé aujourd'hui dans les sièges sociaux. Donc, on fait face aujourd'hui à une crise qui est à la fois une pandémie avec de rares personnes qui sont indisponibles, parce que même si on a des malades du Covid, moi je me suis rendu compte qu'au pire, ils disparaissaient une semaine de la circulation. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment pas bien. J'ai pas eu de cas graves d'hospitalisation dans ce que j'ai observé ces 3 dernières semaines. Mais je me suis rendu compte que les gens, au pire, effectivement, ils étaient absents une semaine et puis ils revenaient, puis ils étaient remplacés par un collègue. Donc, on est dans le cadre d'une pandémie, mais on n'est pas dans le cadre d'Ebola et on n'est pas dans le cadre de j'ai 50% de mes ressources humaines qui sont indisponibles en même temps pendant quelques semaines. Je ne fais pas face à ça. En tout cas, pour l'instant, à l'heure à laquelle on parle, j'ai pas constaté des choses aussi graves. J'ai quelques personnes qui sont malades, indisponibles environ une semaine et un peu à plat ensuite pendant les 10 jours qui suivent, mais ça ne les empêche pas de suivre une conf call pendant 2 heures, ça ne les empêche pas de travailler si elles sont en télétravail. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans les entreprises que j'ai suivies. Je dis pas que c'est
la réalité de toutes les entreprises. C'est ce que j'ai constaté ces dernières semaines. Donc, dans nos scénarios PCA, le Covid, c'est un mélange d'indisponibilité à l'environnement de travail parce que je ne peux pas faire travailler beaucoup de personnes donc dans mes locaux, et de pandémie, mais pas la pandémie type j'ai 50% de mon personnel malade, qu'est-ce que je fais? On n'est pas dans ce cadre-là. Donc c'est un mix entre les deux. Dans mes scénarios pour faire face à l'indisponibilité de l'environnement à l'interruption d'activité, donc je vous ai dit risque, indisponibilité des systèmes d'information, indisponibilité de l'environnement de travail et indisponibilité des ressources humaines. Ça nous en fait 3, je vous en ai cité 4 majeurs. Le 4e, c'est l'indisponibilité des fournisseurs ou des prestataires de services essentiels. Donc, si vous êtes dans les services, on parle de prestataires de services essentiels. Alors, il est clair que si vous êtes si vous êtes par exemple une chaîne de magasins de bricolage et que la moitié de vos produits viennent de Chine, qui sont les premiers prix dans vos magasins, eh bien, vous avez été livré là début de la saison de printemps, etc. Mais pour l'été et l'automne prochain, je ne sais pas effectivement si vous allez pouvoir recevoir vos produits. La Chine ayant été quand même bloquée pendant près de 2 mois sur ces sites de production. Donc, il est clair que le plan de continuité d'activité doit également inclure la prise en compte de la continuité des fournisseurs ou des prestataires critiques. Autrement dit, chaque entreprise doit lister les prestataires qui, s'ils venaient à lui faire défaut, auraient un impact sur sa continuité d'activité. Donc, on a outsource pas mal de choses. On a un certain nombre d'activités qui sont à l'extérieur, qui sont importantes, et on a des prestataires critiques. Alors, petit point sur le PCA des fournisseurs ou des prestataires de services essentiels. Ce que je constate, c'est que déjà, toutes les entreprises n'ont pas listé leurs prestataires de services essentiels. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut le faire avec des opérationnels et une direction des achats. Il faut comprendre en quel point ils sont critiques pour l'entreprise. Et puis, alors ensuite, ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est que les directions des achats ou les clients demandent le PCA du prestataire. Est-ce que vous avez un PCA ? Oui, on a un PCA. Ou alors, dans un contrat, il y a le client s'engage à avoir un plan de continuité d'activité. Bon, très bien. Souvent, ces clauses sont signées, sans vraiment prendre en compte les conséquences. Aujourd'hui, à mon avis, d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises qui ont signé ça un petit peu rapidement doivent se poser un certain nombre de questions. Donc, je peux demander le plan de continuité d'activité de mes prestataires critiques, mais je garde le PDF, le directeur des achats ou le risque manager, il va effectivement garder ces PCA et dire que j'ai le PCA de mon prestataire critique. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est opérationnel ? Est-ce que c'est efficace ? Alors, certains d'entre eux vont demander les rapports d'exercice annuels. Ok, j'ai le rapport d'exercice de mon client, de mon prestataire critique. Donc ça, effectivement, c'est une première chose à faire. Vu de ma fenêtre, c'est largement insuffisant. Ce qu'il est intéressant, c'est de définir un cahier des charges minimum, sachant que si mon fournisseur déclenche son PCA, comme si d'ailleurs moi-même je déclenche le mien, je ne vais pas assurer 100% de mes activités. Je vais assurer la continuité de mes activités critiques. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que mon prestataire il ait un plan de continuité d'activité, c'est savoir à quelle sauce moi je vais être mangé si il déclenche son plan de continuité d'activité. C'est-à-dire que j'encourage mes clients à définir un cahier des charges minimum qu'un fournisseur s'engage à remplir
si toutefois il devait déclencher son PCA. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines pour certains de mes clients. C'est-à-dire qu'il y a un avenant au contrat. Dans l'avenant, il n'y a pas juste écrit Tartampion doit avoir un PCA ou comment, avec qui, dans quelle amplitude, pour assurer quelles activités. C'est souvent pas dit, mais X, mon fournisseur doit, s'il déclenche son PCA, m'assurer tel niveau de service, tel niveau de production, je dois pouvoir parler à tel ou tel interlocuteur. Voilà. J'ai fait une petite aparté là-dessus parce que je constate trop, je passe aussi le tiers de mon temps à auditer des plans de continuité d'activité. Je vous l'avais pas dit quand je me suis présentée, mais je trouve effectivement des tas de PDF de oui, on a bien le PCA de notre fournisseur, mais il y a quoi dedans? Si demain il déclenche son PCA, qu'est-ce qu'il pourra faire pour vous très précisément? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'il a un super PCA avec un super site de repli et un expert qui lui a écrit. C'est pas du tout ça qui m'intéresse, moi. C'est savoir qu'est-ce qu'il a prévu pour moi en tant que client si toutefois il déclenche son plan de continuité d'activité. Donc voilà, 4 scénarios aujourd'hui, 4 scénarios de continuité majeure auxquels répondent les PCA. 1 pour le plan de secours informatique, 3 pour le PCA. Donc l'indisponibilité de l'environnement de travail, l'indisponibilité des ressources humaines et l'indisponibilité des fournisseurs. Dans le cas de notre Covid, on traite ces 3 scénarios. Et quand je dis l'indisponibilité des systèmes d'information, je ne sais pas si vous suivez l'actualité en ce moment en dehors du Covid. 2 grosses entreprises françaises ont pris une cyberattaque la semaine dernière. Hein. Donc là encore, c'est le cumul des crises, mais il faut savoir que dans des périodes comme celle-ci, il y a d'autres crises qui sont générées, notamment par la fraude et la malveillance, parce que la malveillance en profite et que voilà, il y a eu effectivement des cyberattaques la semaine dernière. Donc je vais effectivement, donc là on est la spécificité du Covid. Donc la spécificité du Covid-19, c'est qu'effectivement on a nos trois scénarios. On a nos 3 scénarios, c'est-à-dire on a accès à notre environnement de travail, mais on ne peut pas vraiment s'en servir, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dans l'immeuble en même temps. On a à faire face à des indisponibilités de fournisseurs et on a à faire face à une indisponibilité ou à une incapacité momentanée de travail d'un certain nombre de nos salariés. Donc là, on doit avoir un plan de continuité d'activité qui permette de nous répondre à cela. Alors, qu'est-ce qui marche? Puisque, effectivement, c'était dans le titre de ce webinaire, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Quels sont les plans de continuité d'activité qui fonctionnent? Eh bien, ce sont ceux où on avait prévu que les activités critiques soient poursuivies à domicile par des acteurs préalablement nommés qui se sont entraînés à travailler à domicile et entraînés pas uniquement lors d'exercices, mais d'exercices en live, parce qu'on a eu beaucoup de chance entre les gilets jaunes et les grèves de transport en décembre-janvier. J'ai testé, moi, pour un certain nombre de clients, des PCA en grandeur nature. Et donc, quand il a fallu déclencher, il y a 4 semaines, en tout cas les plus vieux d'entre eux, les plans de continuité d'activité, avec des personnes qui travaillaient à domicile, eh bien, on les avait testés il y a moins de 6 semaines, 6-8 semaines, hein, parce que la grève des transports, ça s'est terminé mi-janvier, 20 janvier pour vraiment la fin. Donc, si les gens peuvent travailler à domicile, eh bien, effectivement, on peut assurer la continuité des activités critiques. Alors, attention, les différences entre le télétravail et le travail occasionnel à distance. Aujourd'hui, dans une situation de crise majeure que nos dirigeants appellent la guerre au Covid quand même, hein, travailler dans des pays en guerre, effectivement, on n'en est encore pas là, même si on est confiné chez soi et que ça a quelque chose d'extrêmement désagréable. Enfin bon, on n'est pas dans une guerre civile non plus. Donc, la spécificité du Covid-19, c'est on travaille à domicile. Donc, quand le travail à domicile existe déjà.
C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas préalablement un télétravail qui existe déjà, elles n'ont pas pu sauter de j'ai pas de télétravail à j'ai 350 personnes opérationnelles demain matin qui vont travailler avec un PC portable chez eux. C'est pas possible. C'est des choses qui doivent déjà exister. Le télétravail, ça nous permet de valider que les gens peuvent travailler à domicile pour certaines fonctions et que techniquement, ils ont déjà utilisé un ordinateur portable depuis chez eux et qu'un accès Wi-Fi et que ça fonctionne. Voilà. On sait que dans le télétravail, dans les cas que je connais en tout cas, on ne scanne pas et on n'imprime pas chez soi, à part dérogations spécifiques. Des dérogations, mais c'est pas la majorité du personnel. Donc à partir de là, comment je peux déployer mon télétravail en travail occasionnel à distance? Le télétravail, en France, en tout cas, c'est 1 ou 2 jours par semaine maximum. On est le pays européen le plus en retard en matière de télétravail, notamment dans les services. On est au Danemark ou en Suède, c'est des chiffres qui sont bien plus importants que chez nous. Donc, comment je transforme mon télétravail en travail occasionnel à distance? Ça veut dire que je ne vais pas simplement travailler chez moi le vendredi et le mercredi, mais toute la semaine, pendant plusieurs semaines, pendant une durée indéterminée. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Covid. On a commencé à travailler à domicile, on continue, on va boucler la 3e semaine demain, et puis on va en avoir une 4e, puis une 5e, et puis vraisemblablement une 6e. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à partir d'un certain moment, il y a certaines activités qui ont du mal à continuer à se faire à domicile, puisqu'il faut imprimer, il faut d'autres éléments, il faut se parler, il faut pouvoir faire une conférence téléphonique, il faudrait pouvoir être ensemble pour pouvoir faire quelque chose, parce que sinon ça va être compliqué. Donc c'est ça qu'on voit sur la durée. On voit sur la durée que ce qui peut très bien être fait le mercredi et le vendredi, et puis au bureau je fais autre chose, eh bien si on doit travailler à 100% à domicile, c'est effectivement compliqué. Je rappelle également que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand tout le monde parle de télétravail, il n'y a aucun accord de télétravail qui prévoit, enfin quand je dis aucun accord, à part ceux qui l'ont signé des accords spécifiques de travail occasionnel à distance. Le travail occasionnel à distance, c'est travailler chez soi dans une situation de crise, plusieurs jours consécutifs sur une durée indéterminée. Ça, c'est du travail occasionnel à distance. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont déployé du télétravail en travail occasionnel à distance, on n'entend pas ce terme sur BFM TV, on entend toujours télétravail. Voilà. Donc, faut savoir aujourd'hui que tout ce qui est en train d'être fait d'une manière de droit social, c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que des gens veulent bien travailler chez eux dans des conditions, et je vois des questions arriver sur le live chat sur effectivement être confiné avec des enfants qui doivent faire des devoirs dont je dois m'occuper 2 à 3 heures par jour, en tout cas par enfant, avec un conjoint qui est aussi en télétravail, confiné en famille, télétravailler à 2, avec des devoirs à faire, des courses à faire, des enfants qui ne sont pas à la cantine mais qu'il faut faire à manger 2 fois par jour et qu'il faut entre guillemets tenir. Ce n'est pas des conditions de télétravail habituelles. Et je passe le stress, la durée sur effectivement le moral des troupes, parce qu'on demande quand même un gros effort à des personnes qui n'ont jamais connu cette situation. C'est une première. On n'est pas en télétravail, on est en travail occasionnel à distance pour plusieurs jours consécutifs sur une durée indéterminée. Et ça n'a pas été vraiment posé, en tout cas dans les médias, même un peu spécialisés. Je lis pas tout. D'ailleurs, si vous avez des témoignages là-dessus, ça me paraît être intéressant à partager. Mais aujourd'hui, on a demandé à des salariés de travailler chez eux sur la base du volontariat, parce que rien n'est écrit. Le télétravail 2 jours par semaine, ou l'accord de télétravail, ou la convention que j'ai pu signer, n'implique pas que je reste chez moi et que je travaille pendant 5 à 6 semaines, tous les jours, dans des conditions qui sont pas toujours faciles.
Voilà, je voulais effectivement faire la différence entre les deux. Alors bien sûr, les plans de continuité d'activité qui sont efficaces aujourd'hui reposaient sur du travail occasionnel à distance. Moi, tous mes clients qui ont identifié pour leurs activités critiques la possibilité d'être continués à distance, en tout cas par une minorité de personnel au cœur de cette activité critique, ont commencé par cela il y a 3 semaines et aujourd'hui ont déployé le travail occasionnel à distance sur d'autres personnes, sur d'autres fonctions. Mais d'abord, ça veut dire que ça marche d'un point de vue informatique. Je peux travailler à distance, j'ai accès à mes applications, j'ai accès à mes données, j'ai un tuyau suffisamment, quand je dis un tuyau, hein, je parle des réseaux informatiques et de la capacité de pouvoir travailler chez moi avec à peu près la même capacité que je le fais quand je suis au bureau en télétravail normalement et pas avec une capacité réduite du style pour accéder à un fichier, il me faut 15 minutes, pour l'ouvrir, il m'en faut 10 de plus. Hein. Si c'est pour travailler dans ces conditions-là, effectivement, c'est pas très simple. Donc, aujourd'hui, les entreprises qui ont un plan de continuité d'activité qui est basé sur le travail occasionnel à distance ont pu activer très rapidement leur PCA et ont pu être opérationnels très vite. Et aujourd'hui, on n'a plus uniquement les activités définies critiques qui travaillent au bout de 3 semaines, on a une montée en charge avec des PC qui ont été distribués à d'autres personnes. Effectivement, on n'est plus sur, imaginons un siège social où j'ai 500 personnes et dans mon plan de continuité d'activité, j'en avais 100 qui devaient poursuivre leur travail à domicile. Aujourd'hui, je suis plutôt à 200. C'est-à-dire qu'on a rajouté des gens dans le dispositif parce qu'il y a un volume d'activité qui nécessite. Hein. Mais toutes les activités ne sont pas à 100% aussi. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait plus que d'habitude comme activité, puis il y a des choses qu'on a arrêtées. Donc ça c'est quand je parle d'ajuster les plans de continuité d'activité qui ont été pensés par temps calme pour faire face à une crise spécifique et celle du Covid, c'est à ça que je pense. Alors, on a eu, et je terminerai effectivement par les ajustements des plans de continuité d'activité, et après on passera à vos questions. Les ajustements des plans de continuité d'activité. Alors, d'abord, toute la partie, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, la partie courrier. La partie, j'ai du courrier qui arrive, notamment je pense à des compagnies d'assurance, à des courtiers, à toutes les activités qui reçoivent encore beaucoup de courrier papier. Donc il faut bien que ce courrier soit scanné pour qu'ensuite il puisse être acheminé par mail ou d'autres techniques ou être consultable à distance par les gens qui travaillent chez eux. S'ils ne sont pas alimentés, eh bien, ils risquent peut-être d'avoir moins de choses à faire ou d'être peut-être bloqués dans leur activité. Donc, je dois m'assurer d'avoir des équipes courrier qui travaillent et qui scannent. Je dois également m'assurer de pouvoir récupérer tous les courriers qui seront à envoyer à des clients, en tout cas les courriers qui doivent être envoyés par la poste. Alors, il ne s'agit pas de toutes les entreprises. Effectivement, c'est beaucoup moins volumineux qu'il y a 10 ou 15 ans ou même 20 ans, pour avoir suivi un petit peu l'évolution du traitement du courrier dans les plans de continuité d'activité. Néanmoins, ça reste c'est resté une problématique, notamment avoir quelqu'un à l'entrée de l'immeuble pour tous les plis qui arrivent par coursier, hein, pour pouvoir les acheminer aux bonnes personnes chez eux et d'avoir une espèce de QG quand même au siège social qui permettent de réceptionner ces plis, de les réacheminer. Donc ça a été, on l'a adapté. On a travaillé sur ces problématiques avec mes clients en début de semaine. Deuxième problématique, ça a été de monter en charge rapidement. J'en ai parlé un petit peu avant, c'est-à-dire que dans notre plan de continuité d'activité, on prévoit toujours un minimum de personnes pour continuer à effectuer les activités critiques. Mais là, on est très vite monté en charge sur certaines fonctions. Au bout de la deuxième semaine, on avait déjà équipé 50 personnes de plus, et puis ensuite 50, et puis pour la semaine prochaine, on va être à peu près à 80% des personnes qui travaillent pour certains de mes clients dans les activités de service. Je ne fais pas de généralité, je vous parle juste de ce que je constate en live tous les jours.
Troisième problématique, les populations qui bien sûr sont confinées et doivent travailler chez elles, mais qui n'ont pas grand-chose à faire ou des choses différentes de ce qu'elles font actuellement. Je pense à des populations de commerciaux qui en général vont voir leurs clients, vont voir leurs prospects. Leur travail, c'est d'être à l'extérieur, de signer des contrats, de ramener du business et de faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc, pendant cette période-là, ils ne sortent plus, donc ils sont chez eux. Donc, on leur a donné des missions de rassurer leurs clients, d'appeler des prospects, pas de leur parler de la pluie et du beau temps, mais de leur dire, on leur a demandé de faire un petit peu de la com de crise vers l'extérieur, vers les clients, sauf qu'ils sont tout seuls chez eux et qu'ils n'ont pas vraiment été formés à ces activités-là et que c'est très compliqué, à moins d'être formé, d'avoir un discours bien affûté, d'appeler des entreprises qui sont elles-mêmes en train d'assurer la continuité de leurs activités pour leur dire on pense bien à vous, on existe, et puis une fois la crise qui sera terminée, je viendrai vous vendre mon truc ou mon service. Hein. Donc ces populations-là, moi je dénote beaucoup de gêne aujourd'hui dans ce qu'on leur demande de faire. Et enfin, je terminerai par ce point-là, je ne suis pas sûre que au niveau des directions, des cellules de crise et notamment des directions des ressources humaines, on soutienne suffisamment les gens qui travaillent à domicile aujourd'hui, pendant une période de confinement, avec des enfants, avec un conjoint ou tout seul. Et c'est encore une autre problématique d'être tout seul chez soi depuis 3 semaines. Hein. Je pense qu'il devrait y avoir un soutien. Alors on peut l'appeler soutien aux troupes, soutien psychologique, mais il devrait y avoir en tout cas des éléments de langage. Il devrait y avoir des messages le matin, des messages le soir, et puis si nécessaire, et j'attends vos témoignages là-dessus, un numéro vert où on peut appeler, où on peut avoir des informations, où on peut dire qu'on en a marre, où on peut dire que demain on va pas travailler parce que c'est plus possible, on a des trucs à faire et on a aussi des enfants en confinement et une école qui est fermée. Donc moi je constate, j'encourage mes clients à le faire. J'ai eu des petits retours. Je pense que ça pourrait être un petit peu amélioré en termes de soutien aux ressources humaines, en tout cas en termes de soutien sincère et authentique. Vous comprendrez sans doute ce que je veux dire, parce que je trouve que c'est pas évident et que les gens le font sur la base du volontariat. Voilà. C'est pas obligatoire. Vraiment, s'ils le font pas et que leur entreprise dépose le bilan après la crise du Covid, ils se retrouveront sans travail. Mais entre la bonne volonté, le volontariat et puis aussi au niveau des ressources humaines, de soutien, ça me semble quand même une moyenne à trouver que je trouve que ça pêche un petit peu pour ce que j'ai pu observer. Hein. Je n'ai pas fait un état des lieux de toutes les entreprises françaises. Donc voilà pour conclure. Aujourd'hui, les plans de continuité d'activité qui fonctionnent sont basés sur un travail occasionnel à distance et un déploiement du télétravail sur une plus grande amplitude, avec des ajustements à faire à la fois en termes de communication interne, de communication externe aussi, et en termes de logistique pour la partie courrier, pour la partie de choses qui ne peuvent pas être faites par des personnes isolées, chacune chez elles. Moi, à chaque fois qu'on a mis en place un PCA, je vais vous expliquer ce qu'on a fait dans les règles de l'art. Après, vous pourrez le traduire dans vos différentes entreprises. Quand il existait un accord de télétravail, on l'a prolongé où on a fait un avenant qui s'appelle travail occasionnel à distance dans une situation de crise. On a défini le type de crise dont il pouvait s'agir et on a dit qu'à ce moment-là, on travaillerait à domicile à temps plein
plusieurs jours consécutifs pendant la durée de la crise, et c'est-à-dire pendant une durée indéterminée. Donc, ça, c'est pour le travail occasionnel à distance qui a été défini. Donc, c'est un avenant qu'on a redemandé aux salariés de signer, ou alors, si c'est pas un avenant, on a demandé leur accord sur la base du volontariat de transformer le télétravail en travail occasionnel à distance, mais ça a été répertorié quelque part. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui sont OK, puis des gens qui sont pas OK. Et on fait en sorte de respecter les gens qui ne sont pas OK pour le faire. Alors, j'ai vu effectivement une question de Kevin qui dit pour notre travail à distance occasionnel, le volontariat était nécessaire. Donc, le retour d'environ un cinquième des collaborateurs, le retour, alors est-ce que ça veut dire, Kevin, le retour, c'est-à-dire le OK de un cinquième des gens. Aujourd'hui, on est 99, donc c'est bien le OK. Donc, en fait, il y avait 20% des gens qui étaient OK pour le faire. Donc, quand même, 80% des gens qui ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, tout le monde est en télétravail. Alors, effectivement, ça veut dire que là, on n'est plus vraiment sur la base du volontariat, mais que tout le monde travaille. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que votre entreprise va peut-être résister à la crise, ce qui n'est pas le cas de toutes. Donc ça, c'est bien. Régulariser le volontariat, c'est pas possible maintenant. C'est pas possible de régulariser le volontariat maintenant. C'est-à-dire que si un accord il n'est pas signé avant une crise, moi je ne sais pas quelle est sa valeur, quelle serait la valeur juridique. Je suis pas une spécialiste en droit du travail, hein, mais je ne sais pas quelle serait la valeur d'un accord qu'on ferait signer comme ça pendant le Covid aux gens pour se couvrir, du style ouais enfin on leur demande quand même leur avis, ils nous disent non mais on les fait quand même bosser, et comment mettre tout ça à plat pendant la crise pour se couvrir parce qu'on n'est pas très dans le réglementaire là-dessus. Voilà, à mon avis, ça serait délicat. Moi, je serais en télétravail, transformé en travail occasionnel à distance, avec un chien, 2 enfants en bas âge et mon mari sous le canapé en face qui fait la même chose que moi. On me demanderait de régulariser ma situation. Je leur dirais, vous êtes bien gentils, mais on verra ça à un autre moment. Voilà, c'est que ça me semble compliqué de faire ça pendant la crise. Aujourd'hui, c'est télétravail occasionnel à distance, télétravail de crise. Ben oui, c'est télétravail. Normalement, juridiquement, vous pourrez faire des recherches d'ailleurs après ce webinaire. TOAD, on appelle ça, travail occasionnel à distance ou à domicile. Ça dépend. Mais ce n'est pas du télétravail, c'est différent. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment sont régis les PCA dans votre entreprise, s'il en existe, mais moi, dans les gouvernances que j'ai écrites pour la partie chez mes clients, c'est-à-dire l'organisation et la gouvernance des PCA, on définit à un moment les différentes solutions de continuité d'activité, enfin, solutions pour assurer la continuité des activités, et le TOAD est défini. Et on a la liste des gens susceptibles d'être en TOAD. Et si on a quelqu'un à qui on a dit, toi, tu seras en TOAD parce que tu fais partie d'une activité critique, et qu'il n'est pas d'accord, eh ben on va trouver quelqu'un qui a les mêmes compétences, qui a une polyvalence sur sa fonction. Mais c'est pas tout le monde. Hein. L'accord de TOAD, il concerne les personnes à la tête des activités critiques. Un PCA, c'est pas 100% des activités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète et c'est important à comprendre, on a démarré en PCA, première semaine, avec le minimum de gens. Et on ne cesse de monter en charge jusqu'à, c'est ce que je vois dans vos commentaires, pratiquement toute l'entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai vu encore sur... je répondrai à une question d'Amélie, parce qu'elle est intéressante sur les activités critiques, justement. Dans une entreprise où un accord télétravail est signé, comment intégrer la situation? Un accord de télétravail, relisez votre accord de télétravail. Est-ce qu'il va jusqu'au travail, jusqu'au télétravail de manière plusieurs jours consécutifs pendant une durée indéterminée à domicile?
Je ne suis pas sûre. Alors effectivement, remarque de Sandra, le travail à distance fait ressortir certains aspects des dirigeants, ceux qui avaient l'habitude de contrôler leurs salariés. La raison pour laquelle en France, on a si peu de télétravail par rapport à nos voisins européens, c'est principalement parce qu'on est un des derniers pays où on pointe et où c'est important de ne pas partir trop tôt, de ne pas arriver trop tard et d'être présent sur son lieu de travail pour prouver son efficacité. C'est très français. Pour travailler dans plein de pays, je m'en rends compte. Donc effectivement, il doit y avoir, Sandra, certains managers qui se rendent compte peut-être que leurs équipes continuent à produire et peut-être même plutôt mieux sans leur pression sur ni leur contrôle sur l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Alors, comment intégrer le travail occasionnel à distance? Faut-il demander l'ouverture de nouvelles négociations? Alors, et négociations, souvent, c'est au niveau, alors, je ne sais pas si vous parlez des instances représentatives là-dedans, dans votre question. Souvent, c'est pas des négociations, c'est une information au niveau des instances. Et par contre, c'est à expliquer. Quand moi j'explique que le travail occasionnel à distance, c'est pour permettre à l'entreprise de survivre face à une crise qui l'empêcherait d'aller travailler dans ses locaux, une grave crise, et qu'on a identifié quelques personnes pour pouvoir assurer la continuité des activités, qu'on a vraiment besoin de celles-ci. Quand je l'explique au niveau des instances représentatives, on n'a pas de soucis. Hein, on n'a pas de soucis. Et je peux même vous dire que ce que j'ai fait avec certains de mes clients, notamment après les grèves de transport mi-janvier, c'est qu'on a fait des débriefings à chaud avec toutes les personnes qui avaient travaillé chez elles, en présence, alors c'est plus HSCT, c'est un autre nom, mais bon, vous traduirez, et certaines instances représentatives, et qu'elles nous ont expliqué comment elles travaillaient chez elles, ce dont elles manquaient, ce qu'il leur faudrait, etc., etc. C'était pas une période de confinement, on est bien d'accord. Bon, donc, on a pu effectivement, enfin, les accords de travail occasionnel à distance, ils sont faits dans l'ouverture, en expliquant ce qu'on fait. C'est pour ça que, pour reprendre ce que je disais un petit peu plus tôt, on peut difficilement, là, à chaud, dire aux gens, il faut que vous me signiez ça pour qu'on soit dans les règles. À mon avis, on va pas le faire maintenant. Donc, pour vraiment conclure sur cette histoire de télétravail, moi, je vous ai juste expliqué que c'était différent et que ce que les gens étaient en train de faire aujourd'hui chez eux, vous compris, c'était sur la base du volontariat, que c'était un peu dans un cadre juridique pas très bien défini et que très rares sont les entreprises qui ont déjà signé quelque chose ou qui ont une liste de personnes volontaires pour travailler occasionnellement à distance dans une situation de crise. Moi, certains clients l'ont fait. J'ai des lettres, j'ai des déclarations, j'ai des avenants, j'ai des chartes de travail occasionnel à distance. Voilà. Mais à chaud comme ça, je pense pas que ça va être régularisé. Autre point que j'ai vu, alors je vois que dans vos entreprises, vous avez parfois une com RH, vous avez des points, euh, vous vous sentez plutôt soutenu. Bah, écoutez, je suis ravie parce que je trouve que c'est quand même la moindre des choses que vous soyez soutenu. Je vois des petites réunions d'équipe, des goûters, hein, des goûters à distance, des goûters virtuels, juste avant l'apéro virtuel avec vos amis plus tard. Donc, ça fait une fin de journée très sympathique. Oui, j'ai lu une question. Soutien des managers. Oui, d'abord, soutien des managers. Essentiel. Il y a des managers qui sont bons, il y a des managers qui sont moins bons. Donc, soutien aux troupes des managers de votre cœur d'activité. Oui. Mais ensuite, et parce que, pour tout ce qu'on vient de dire sur le travail occasionnel à distance, on est dans un cadre juridique un peu flou avec des volontaires. Une implication de la DRH me semble quand même essentielle. Hein, ça me semble quand même essentiel. Question d'Amélie que je trouvais intéressante parce qu'effectivement, j'ai parlé d'adaptation des PCA existants tout à l'heure. Dans l'assurance, la baisse ou l'arrêt de l'activité de certains secteurs de nos clients nous amène à revoir la criticité de nos propres activités. Les DMIA, donc délai maximum d'interruption
admissible ou acceptable. Je traduis pour l'ensemble de la communauté, s'il y en a qui connaissent pas ce terme. Et criticité ne sont plus forcément pertinents avec le Covid-19, il faut les adapter. Alors ça, c'est effectivement des choses que je suis en train, moi, d'étudier avec mes clients pour leur cœur d'activité. Ça veut dire que par rapport à la crise qu'on est en train de vivre, les activités critiques que l'on avait définies et leur délai maximum d'interruption ne sont plus tout à fait les mêmes. Je disais tout à l'heure qu'il y a des activités qu'on développe plus et d'autres qui sont à l'arrêt. Ça dépend. Par exemple, je voyais, je crois que c'est MMA qui allait rembourser ses clients sur une partie de leur cotisation d'assurance automobile parce qu'il y avait la Maïf, pardon, parce qu'effectivement il y avait moins d'accidents ces dernières semaines. Bon, ça, c'était pas dans un PCA. Ça, c'est une cellule de crise qui s'est rendu compte de ça et qui s'est dit, eh bien, faisons ça comme de crise super intelligente qui crée une opportunité pour l'image de l'entreprise, etc. Donc, gestion de crise, d'ailleurs, le mot crise en grec et en chinois porte en lui également des notions d'opportunité et de créativité. Je trouve ça très intéressant. On va pas en français, hein, mais en tout cas dans la racine latine, mais en grec et en chinois, on a le mot créativité, opportunité. Donc quand MMA dit ça, c'est exactement comme dans la crise de la vache folle. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Enfin, disons que c'est créatif et c'est une opportunité. Quand la crise de la vache folle en Angleterre, quand McDonald's avait dit à l'époque, eh bien, puisque c'est la crise de la vache folle, on ne vend plus de hamburgers, on va vendre uniquement des fiches, des nuggets, et on ne va plus vendre de viande parce qu'on est responsable. Voilà. Donc, on avait décidé de ne vendre que du poulet et du poisson à ce moment-là chez McDonald's. Il y avait une campagne de pub qui avait été sortie. Nous sommes responsables. On vend du poulet, on vend pas de bœuf. Voilà. Donc voilà, le cœur des activités critiques change. Les entreprises s'adaptent à ce qui est présent effectivement dans le marché. Et j'ai un autre exemple là-dessus, c'est que les activités critiques, moi j'avais une banque en Égypte qui était un de mes clients, et quand il y a eu la crise du printemps arabe, on s'est rendu compte que déjà la banque centrale était fermée, donc il fallait officieusement travailler, récupérer du cash, manque de détails, hein, des clients qui en avaient trop et qui avaient peur, et en donner à ceux qui en avaient besoin. Donc, il y avait une activité de cash qui était énorme, officieuse parce que la banque centrale était fermée, mais on n'allait pas laisser ses clients dans une situation si critique. Et puis, la deuxième activité critique, c'était le recouvrement. Parce que les banques qui allaient être le recouvrement des créances, qui allait être opérationnel le plus rapidement possible, allaient recouvrer le peu de créances qui était possible sur le marché dans une crise de ce type-là. Et c'était plus du tout la salle des marchés, c'était plus du tout un certain nombre d'activités de back-office, de traitement de chèques ou de crédit documentaire à l'époque, hein, qui étaient à l'arrêt parce qu'il y avait plus ce type d'activité-là pendant une révolution interne dans un pays. Par contre, le recouvrement, les activités de cash étaient devenues critiques. C'était pas dans le PCA, il y a eu une adaptation. Les positions de secours sur le site de repli ont été attribuées à d'autres activités que celles qu'on avait initialement prévues dans le PCA. C'était pour reprendre la question d'Amélie, parce que effectivement, moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je constate chez mes clients ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, vous avez parlé, il me semble, d'exercices annuels pour faire la mise à jour des PCA. Pouvez-vous développer un peu? Alors, les exercices annuels, quand on a mis en place un plan de continuité d'activité, même si on l'a bâti avec des contributeurs qui viennent du terrain, des responsables de service, j'ai pas en 2 heures ici défini la méthode de construction d'un PCA, mais il se fait en interrogeant des gens,
des opérations et en faisant valider ensuite au comité de direction. Un PCA ne se construit pas avec une approche top-down par un comité de direction. Hein. Il est fabriqué avec le terrain pour qu'il soit justement proche de la réalité. Donc, mais malgré cela, eh bien, on constate que si on ne fait pas d'exercice, on n'est jamais sûr de son efficacité. Donc, l'exercice annuel, c'est essayer de mettre l'entreprise dans une situation de crise, arrêter l'activité là où on l'a fait d'habitude, la réduire et tester les solutions de continuité qu'on a mis en place. Alors, par exemple, quand je vous disais qu'on a fait des tests en grandeur nature pendant les grèves et les gilets jaunes, on a demandé à des gens de rester chez eux pendant une semaine et on a testé vraiment du travail occasionnel à distance et pas seulement du télétravail. Donc, quand on fait des exercices annuels, c'est effectivement mettre l'entreprise dans une situation le plus proche possible d'une crise grave et de voir comment elle travaille à partir de ces solutions de secours. Si c'est un site de production qui a prévu de sous-traiter des choses à une autre entreprise ou à un sous-traitant ou à une filiale à l'étranger, eh bien, on va faire produire ces choses-là pendant quelques jours par le site de secours. Vraiment, c'est pas des choses que l'exercice annuel, il se prévoit 3 à 6 mois à l'avance. C'est du travail de préparation, c'est du travail d'animation, c'est du travail de débriefing ensuite pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'on doit mettre en place pour optimiser la deuxième version de notre PCA à l'appui d'un exercice réel qui a été fait. Exercice, c'est pas simulation, hein. C'est vraiment faire travailler les gens à partir des solutions qu'on a prévues dans le plan de continuité d'activité. Les faire travailler, c'est-à-dire produire. Qu'on produise des contrats, qu'on produise des yaourts ou des huiles essentielles, c'est vraiment aller jusqu'au bout du test du plan de continuité d'activité. Voilà. Et les mises à jour, c'est des mises à jour annuelles où on va interroger à nouveau chaque responsable de service et on fait un point avec lui sur la criticité de ses activités, sur l'organisation de son service, son délai maximum d'interruption, parce que c'est toujours le même, ses ressources humaines critiques, c'est toujours les mêmes, est-ce qu'il s'est pas réorganisé et on met à jour le plan de continuité d'activité pour son service. Voilà pour vous parler un petit peu des exercices. Les entreprises font trop peu d'exercices réels. Beaucoup trop peu. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours aller convaincre les directions qu'on va arrêter ce qu'on fait à un point A et aller le faire dans un point B ou à domicile et que les directions ont du mal à nous valider des exercices de grande ampleur parce que ça va désorganiser le quotidien et que on ne veut pas créer une mini-crise en allant tester un plan de quantité d'activité. Donc, moi, je me bats, en tout cas, pour essayer de faire des exercices de grande ampleur. Et oui, dans certains immeubles parisiens, certains matins, on fait des exercices, bien sûr, quand on a déjà testé plusieurs fois les PCA, mais on fait des exercices surprises où on attend les gens, on a des cars devant qui les emmènent dans des sites de repli quand les PCA fonctionnent à partir de sites de repli et pas à partir de télétravail. D'ailleurs, ces PCA sont totalement inactifs en ce moment parce que qui dit site de repli dit plusieurs personnes qui travaillent collées les unes contre les autres. Et donc, les sites de repli, en ce moment, on n'en a pas vraiment besoin. Hein. On a surtout besoin de gens qui travaillent chez eux parce que tout le monde est confiné. Donc, les exercices s'organisent à l'avance. Il faut des moyens, il faut pouvoir débriefer et faire un rapport d'exercice à la direction. C'est les seuls moyens de s'assurer qu'un PCA est efficace. Alors, dans un secteur comme le tourisme, par exemple, quel PCA possible compte tenu de la situation en effet, alors, dans le tourisme, le problème c'est pas le plan de continuité d'activité classique que l'on a prévu ne va pas servir à grand chose parce que l'activité est elle-même mise à l'arrêt par des décisions gouvernementales. Donc là, on a effectivement recours
à du chômage et ces entreprises sont fragilisées, sont en train d'être fragilisées économiquement. On l'a vu d'ailleurs hier, Airbnb a levé 1 milliard de dollars sur les marchés. On a vu ça hier. Donc c'est énorme quand même. Hein. Ben voilà, j'ai juste lu la dépêche, j'ai pas vu comment ils avaient pu lever ça, mais Airbnb c'est une entreprise qui avait pris pignon sur rue et qui avait bonne une bonne assise financière. Comme maintenant, il y a des entreprises effectivement qui vont tout simplement mettre la clé sous la porte, hein, de toute manière. Les plans de quantité d'activité fonctionnent pour les entreprises qui continuent à travailler, pour lesquelles où il y a une activité économique qui soit comme d'habitude, qu'elle soit été modifiée par rapport à ce que par rapport à ce qui a le droit de fonctionner aujourd'hui et de marcher dans notre pays. Mais il y a des entreprises effectivement qui sont à l'arrêt et où les personnes sont en chômage partiel quand c'est possible, hein, parce que c'est pas le cas de toutes les entreprises. Pour répondre à la question d'Éric, l'activité pure devrait baisser. Ben non, parce que parfois il y a plus de volume d'activité. Oui, effectivement, quand on travaille à domicile, on peut être sollicité. Le droit à la déconnexion, eh bien, effectivement, il y a pas un moment où ça sonne et, et on est éjecté du système parce que ça fait plus de 8 heures qu'on est connecté. Oui, toutes ces, tous- toutes ces barrières, toute cette organisation qu'on a mis en place pour protéger les salariés aujourd'hui, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que c'est pas facile et que je disais que les ressources humaines devaient être là en soutien, en plus du management. Alors les normes, il n'y a pas de normes. Il y a faire tester le plus de personnes possible chaque année. Et chaque année, faire tester des gens différents. C'est-à-dire ne pas reprendre la même petite équipe et l'emmener sur le site de repli, mais donner chaque année la possibilité à des salariés nouveaux de travailler dans des conditions prévues dans le plan de continuité d'activité. Donc aujourd'hui, quand je fais des exercices, euh, j'ai 100% des troupes prévues de l'EPCA qui testent en même temps, c'est extrêmement rare. Quand j'arrive à 20, 30, 50%, c'est le maximum. Parce que j'ai pas l'autorisation de le faire, parce on veut pas de manière binaire me fermer un endroit pour ne faire travailler l'entreprise qu'à partir de ces solutions de secours. On me ferme quelques services par-ci par-là, mais on me fait pas un blackout pendant 2 jours sur un site et on voit comment ça marche après. J'ai rarement ce genre d'autorisation. Je l'ai dans des pays, euh, euh, par exemple, je travaillais avant la crise du Covid en, en Côte d'Ivoire sur l'anticipation des prochaines élections présidentielles, parce que les 2 dernières ont été des bains de sang et des organisations du pays pendant plusieurs mois, voire plusieurs années derrière, notamment pour 2004. Donc là, je suis en train de mettre en place des solutions pour assurer la continuité des activités depuis leur filiale du Sénégal. Donc là, effectivement, on teste, on envoie des gens là-bas, on fait reprendre l'activité. Et là, j'ai des moyens pour pouvoir travailler parce qu'il y a déjà eu 2 crises tellement énormes qu'on sait que si ça se passe la prochaine fois, c'est-à-dire au mois d'octobre, eh bien, il faut que ça soit opérationnel. Donc là, j'ai des moyens pour faire des tests de grande ampleur, ce qui n'est pas le cas dans des situations où les gens n'ont pas toujours vécu de graves crises. Quoique maintenant, c'est fini pour l'ensemble des terriens, on va dire. Alors, comment organiser la reprise d'activité sur les sites? Question de Kevin. Absence de fuite, prévention des bactéries. Alors là, ça sort de mon domaine de compétences. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça va être progressif, qu'on va progressivement repasser du travail occasionnel à distance à plus de gens sur un site, progressivement. Mais ça sera fait au cas par les entreprises. Hein. Le feu vert, s'il y a effectivement
des désinfections à faire, des choses comme ça. Ça moi, c'est pas quelque chose, en tout cas, que j'ai étudié aujourd'hui et j'ai pas d'exemple dans ce que j'ai pu analyser ces derniers temps. Alors, les artisans, moi, j'ai pas d'artisans, mais je sais que tous mes clients qui se fournissaient en Chine, eh bien, sur certaines références, étaient assez contents en fait en décembre-janvier parce qu'ils avaient déjà reçu euh, ou étaient en train sur des containers d'arriver toutes les collections de printemps et d'été, mais ils étaient en train de réfléchir à comment ils allaient assurer leur continuité pour la marchandise qui devait arriver en septembre-octobre prochain. Donc maintenant, le problème, c'est que leurs magasins sont fermés en France. Donc économiquement, comment est-ce qu'ils vont passer ce cap? Et de quoi vont-ils vraiment avoir besoin au mois de septembre pour remplir leurs magasins si d'ici là, ils n'en ont pas déjà fermé quelques-uns? C'est compliqué. Oui, alors, Damien, je vais répondre à cette question. Adaptation, modification des PCA par rapport à ce qui se passe dans notre pays. On a aussi vu, hein, quand je parlais d'opportunités, quand je parlais de créativité, hein, toutes ces entreprises, à la fois le groupe Pernod, le groupe LVMH, en tout cas pour la partie Moët Hennessy, qui fabriquait du gel hydroalcoolique à partir d'alcool alimentaire, d'autres entreprises de textile qui font des masques. Ça, c'est répondre à la crise euh, en étant créatif et opportuniste et en transformant son appareil de production pour répondre à une crise immédiate. Moi, je constate, je suis pas mal ce qui se passe en ce moment au Maroc et il y a énormément de créativité sur des ingénieurs marocains, sur des masques, sur des trucs pour les respirateurs, etc. En 15 jours, il s'est mis en place beaucoup de choses que j'ai pas repéré, en tout cas en France, parce que je sais peut-être pas les bons réseaux, hein, là encore, à prendre, c'est uniquement ce que je constate. Pour moi, les ressources humaines devraient avoir mis en place des indicateurs, on va pas appeler ça bien-être confinement, mais des petits questionnaires, devraient appeler les gens chez eux, devraient donner la possibilité aux gens de téléphoner quand ils en ont marre, quand ils en peuvent plus ou quand ils veulent des informations. Et ça, je pense que je le vois pas suffisamment. J'ai vécu le printemps arabe, j'ai vécu, en tout cas, j'ai vu ce que Ebola faisait en Guinée-Conakry. Donc, dans la construction des PCA, moi, j'y mets énormément de pragmatisme. J'écris peu de choses, l'essentiel, et je mets beaucoup d'efforts dans la sensibilisation du personnel et dans les exercices. Quand on a expliqué aux gens pourquoi on mettait en place un PCA, à quoi il servait, quel serait leur rôle, et notamment, je reboucle avec le TOAD, on vous demandera peut-être de travailler chez vous plusieurs jours consécutifs et ça sera pas agréable ici et là, mais on peut mettre en place des compensations financières et vos repas seront pris en charge sur la base de temps parce que vous mangez plus pour 3 euros à la cantine, mais vous commandez peut-être un truc chez Uber Eats et ça vous coûte plus cher. Oui, c'est ça, mettre en place un plan de quantité d'activité par temps calme, c'est traiter toutes ces questions euh, de bien-être et de conditions de travail spécifiques dans un PCA par temps calme, y répondre et y donner des réponses pour rassurer les troupes qui, le jour où on déclenche, vont savoir que, eh bien, puisqu'elles travaillent à domicile, il y a une indemnité par jour qui leur sera versée. Voilà. Et pas, on verra après, on n'a pas eu le temps d'y penser, vous inquiétez pas, on fera quelque chose. Voilà. Pas dans l'urgence. Euh, Donc, moi, je sais qu'au niveau de la crise du printemps arabe, il y a déjà eu des choses graves qui s'étaient passées. Il y a eu Fukushima aussi, notamment. Euh, construire un PC avec beaucoup de pragmatisme, avec les gens du terrain, faire valider ce qui est vraiment critique par la direction, et ensuite déployer des moyens, avoir un budget PCA spécifique. Chercher
les lignes budgétaires PCA dans vos entreprises. Si vous les trouvez, envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir, parce que souvent, il n'y a même pas de budget spécifique pour mettre à jour le PCA et le maintenir en conditions opérationnelles. Je parle de moyens humains également. Je parle de charges de travail des gens en interne. Je ne parle pas que des honoraires d'un expert ou du budget informatique des PC portables. Je parle de la charge de travail en interne qu'il faut à un responsable PCA, à des contributeurs pour maintenir tout ce dispositif opérationnel. Une entreprise qui est jeune, adaptable, agile, comme on dit, c'est un terme à la mode. Voilà, il vaut mieux être très, très, très agile en ce moment. Oui, les entreprises qui fonctionnent déjà avec du télétravail, avec des gens qui sont capables d'être efficaces en se parlant à distance tous les jours, gèrent mieux la crise qu'une entreprise où il n'y a pas de télétravail ou seulement pour quelques personnes. Oui, bien sûr, elles gèrent mieux la crise parce qu'elles sont habituées à travailler différemment à distance et plus facilement que les autres. Alors, une telle crise, je prends la question de Kevin, sera une bonne sensibilisation, aussi bien au niveau des salariés qu'au niveau des directions et même au niveau budgétaire. Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, vu le métier que je fais, mais je ne suis pas sûre qu'à la suite de cette crise, alors que toutes les préoccupations vont être la continuité économique des entreprises, le chiffre d'affaires, le résultat, la perte. On a perdu, je crois, 6% je sais pas, notre PIB en 15 jours, là, je sais pas, je lisais ça hier. Donc, je ne suis pas sûre que la priorité soit on n'avait pas de PCA ou alors il n'était pas génial, on va en mettre un bien au cas où on ait un nouveau Covid qui redémarre. La seule chose qui pourrait se passer, c'est comme on nous dit qu'il y aura un déconfinement progressif, mais qu'on se prendra peut-être une nouvelle vague en septembre, avant ou l'hiver prochain, toutes les entreprises qui n'ont pas un télétravail ou un travail occasionnel à distance techniquement possible et humainement, juridiquement organisé, vont le faire. Voilà, parce que elles pourront pas faire face à une seconde vague de confinement en étant aussi peu organisées que la première. Ça ne fonctionnerait pas. On ne serait plus dans l'urgence et dans le volontariat, bon petit soldat en période de guerre. Donc oui, ça va bouger. Mais je suis pas sûre. Et sur le niveau budgétaire, du moment qu'on équipe les gens en PC portable, alors il faudra, dans un travail occasionnel à distance, tous les gens qui sont éligibles et qui ont signé la charte, en tout cas chez mes clients, ont aussi signé la responsabilité d'emmener leur PC portable tous les soirs avec eux, week-end compris. Hein. C'est ça le travail occasionnel à distance. Donc, c'est ça la base du volontariat. Donc, si tous les PC ne sont pas sortis tous les soirs des bureaux et qu'on nous dit confinement demain, on n'y retourne pas, ça peut être préjudiciable. Alors, pour le corona, pour les gilets jaunes et pour les grèves de transport, tout le monde a eu le temps d'emmener son PC à distance et le soir ou le week-end, il y a eu effectivement une sensibilisation faite en amont. Par contre, moi, je travaille dans des zones où il y a des attentats, des guerres, des prises d'otages. Là, quand le site est indisponible parce qu'il s'est passé un truc pendant la nuit ou pendant le week-end et qu'on avait laissé son PC le vendredi soir ou la veille, on peut pas retourner le chercher. Donc, il y a effectivement des adaptations à faire sur le travail occasionnel à distance. Ça, je pense, pour répondre à la question de Kevin, en termes de sensibilisation, ça va être fait. Donc, au niveau budgétaire, moi, ça fait 20 ans que j'essaye d'avoir des budgets dédiés, enfin pas pour moi, hein, mais que l'entreprise définisse une ligne budget PCA où on est toute la charge du PCA et des mises à jour et des tests chaque année dedans. J'ai beaucoup de mal à avoir ce type d'information. Enfin, pour eux,
pour prouver l'existence d'un PCA. Hein. Moi, j'ai pas besoin d'avoir, enfin, de voir un budget chez mes clients, mais pour montrer la réalité du sujet et son existence et son efficacité. Si j'ai pas un budget, ben, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, quand on doit fermer son activité, c'est pour ça que moi, on m'a souvent interrogé. Alors, on me parlait pas du Covid en région parisienne. On a souvent parlé de la crue centenale. Vous en avez sans doute entendu parler. Et qu'est-ce qu'on fait si à la crue? Et qu'est-ce qu'on fait? Vous faites des plans crus. Et moi, j'ai toujours répondu que on pouvait mettre en place un certain nombre de choses, mais que on serait toujours soumis dans des situations de crise comme ça de grande ampleur à ce que décidera l'État et on devra s'y conformer. Donc, c'est pas la peine de faire des scénarios hollywoodiens dans qu'est-ce que notre PCA va couvrir en cas de crue centenale ou d'épidémie Ebola, parce qu'on sait qu'on aura des règles qui vont arriver chaque jour et qui seront modifiées. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que les plans de continuité d'activité, ils doivent être adaptables, ils doivent être souples pour pouvoir faire face à tout type de crise. Néanmoins, quand l'État vient fermer certains secteurs d'activité ou les transports, là, comme c'est ou extrêmement réduire les transports, on doit faire fonctionner nos PCA avec ce que notre pays met comme infrastructure à disposition. Et donc, effectivement, ça change les choses et ça demande énormément d'adaptation. Pour tout ce qui est commerce de détail, etc., moi, quand je vois déjà dans mon quartier les boutiques qui ferment après une saison, là, je me dis que je vais avoir un renouvellement de boutiques sévère. Il n'y a pas de solution de secours. Ben non, parce qu'elles n'ont pas le droit de travailler. Tous les jours, il devrait y avoir quelqu'un dans l'entreprise qui écrit le petit journal de bord de tout ce qui s'est passé. Quelqu'un fait partie de la cellule de crise qui enquête, qui remonte ce qui se passe sur le terrain et qui écrit son rétex organisationnel, économique, commercial, humain, et ensuite on le partage. Ça, moi, c'est toujours ce que je fais, c'est que j'essaye de partager ce qui s'est passé. Et la plupart des PCA dans les milieux logistiques et dans l'industrie, je les ai construits avec les gens du terrain à partir des rétex qu'ils avaient vécu de mini-crises, sans essayer de leur imposer des concepts, des solutions, mais en repartant de leur système D et des crises qu'ils avaient vécues localement. Donc oui, rétex et partage et prendre le temps de partager. Il y a le partage à chaud et puis ensuite il y a le partage un peu après quand on a passé quelques étapes. Mais il faut que ça soit écrit et ça c'est pas suffisamment fait. Ça reste souvent dans le bureau de quelqu'un, c'est pas partagé et c'est extrêmement dommage. Donc si vous avez l'occasion de sensibiliser vos directions là-dessus, ça me semble essentiel. Tout ce qu'on aura appris dans cette crise-là aidera à optimiser les PCA ou à en construire des super pragmatiques s'il n'y en a pas encore. Quand je fais tester des gens à domicile en travail occasionnel à distance, je fais un débrief le lendemain, à chaud, hein, toujours. Quand je dis un débrief, c'est tout le monde est dans la même salle ou alors à distance, mais a le droit de s'exprimer sur ce qu'il a vécu pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Maximum, c'est une semaine que j'ai pu faire sur la durée de travail occasionnel à distance. Et effectivement, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais moi, je pourrais pas travailler comme ça va pas être possible. » Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un chat, parce que je suis en coloc et que je suis pas tout seul chez moi. Et je me suis rendu compte quand une journée, entre une journée par semaine fixe que je peux poser et m'organiser et une semaine, ça va pas être possible. Sauf que là, c'est 4 forces majeures, on vous demande pas votre avis et on vous dit c'est comme ça. Et c'est quand même sur la base du volontariat. Donc, au même titre que l'État nous dit de rester chez nous, qu'on est confiné. Hein. Alors sur le continent africain, mais
la pandémie, moi déjà, on prenait ma fièvre à l'aéroport d'Abidjan et à Dakar au mois de février. Alors, on sait maintenant aujourd'hui que le Covid, il y en a qui n'ont pas de fièvre et qui l'ont quand même, mais bon, peu importe. On n'a jamais pris ma fièvre à Paris, à Abidjan, à Dakar. Ma fièvre était prise dès mi-février quand j'arrivais à l'aéroport avec un questionnaire, ce que j'ai pas vu à Roissy à mon retour. Donc ça, j'avais déjà trouvé ça pas mal. Euh, Chez mes clients, ils étaient tous équipés en février, mars de gel hydroalcoolique. Il y en a souvent en Afrique pour d'autres raisons. Donc effectivement, ça aide. J'ai lu que à Dakar, ils étaient en train de faire des tests. Il y a encore de la chloroquinine partout pour faire face au palu. Donc eux, ils en ont, c'est pas interdit. Donc bon, voilà. Maintenant, en termes de statistiques, de nombre de malades réels, etc., j'ai pas d'informations. Mais d'après ce que je lis, il y a une réactivité euh, qui, euh, qui est plutôt bonne et qui est bien, enfin, que je trouve avec du bon sens, plus que ce que j'ai pu constater sur le retard au démarrage et à l'allumage de certains dirigeants européens. Donc plus impliqué, plus avancé que d'autres, non, mais pragmatique, au jour le jour. Alors effectivement, les marchés, les rencontres de gens, etc. L'aspect culturel là-dedans, les quartiers qui sont très peuplés. Il faut faire effectivement avec ça. Mais je trouve qu'il y a une bonne réactivité, en tout cas du continent africain, d'après que je peux constater. Alors, les attaques cyber, pas partout, parce que moi j'ai des clients qui travaillent sur, euh, sur ces questions. C'est extrêmement compliqué d'ailleurs de savoir comment on va travailler sans système d'information à partir de PC personnels, sans avoir accès aux applis, avec des messageries personnelles. En termes de continuité d'activité, la cyberattaque, c'est beaucoup plus compliqué que le travail occasionnel aux distances du Covid, hein, parce que vous avez accès à vos systèmes d'information, vous avez des PC, vous communiquez, vous avez des téléphones, vous avez vos adresses mail habituelles. Donc, c'est plus facile la continuité d'activité aujourd'hui en travaillant à distance, si vous pouvez le faire bien sûr, que de faire face à une cyberattaque où du jour au lendemain, vous ne pouvez plus utiliser vos applications et vos mails et vos outils habituels. Donc oui, la sensibilisation, oui, il faut toujours sensibiliser les entreprises sur les plans de quantité d'activité. Maintenant, quand je vois la difficulté que l'on a à avoir des budgets pour pouvoir travailler sur ces sujets, euh, et je ne parle pas uniquement des budgets d'accompagnement de l'expert que je suis, mais de la charge de travail des responsables PCA, de leur reconnaissance au niveau d'une direction générale, euh, il y a effectivement encore beaucoup à faire. La continuité des activités ne devrait pas être un sujet en parallèle, rangé dans le management des risques ou des crises ou dans un coin avec un responsable PCA comme ça qu'on a nommé parce qu'il en fallait un. Ça devrait être un sujet de tous les jours. Demain, ça s'arrête. Comment on continue? Les directions générales devraient se poser ces questions. Euh, Demain, il se passe ça dans tel pays, j'ai une usine là-bas, on fait comment? Demain, j'ai décidé de fermer 4 plateformes logistiques pour en ouvrir une grande super géniale, je sais pas trop où. Si elle disparaît, qu'est-ce qu'on fait? On est mort. Et donc, comment on fait? Comment j'intègre le management de la continuité de mes activités dans la stratégie de mon entreprise au quotidien? C'est ça qu'on devrait faire dans les entreprises. C'est pas en parallèle dire notre entreprise, elle est comme ça. Donc maintenant, comment on va en parallèle construire des PCA avec très peu de moyens qu'on va devoir maintenir opérationnels? Il faudrait que la stratégie de continuité d'activité soit prise en compte dans chaque décision d'organisation d'entreprise. Là, on gérerait les choses correctement. Mais je vous avoue que ça, c'est dans mes rêves les plus fous, ça se passe pas comme ça. Notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, il est déjà en train de se modifier. Et bon, on lit des choses sur les réseaux sociaux, mais
c'est bien plus qu'une expérience de travailler à domicile pendant quelques semaines. C'est beaucoup plus global. Ça, ça traverse et ça traversera les gens de manière bien plus impactante. Et voilà, pour moi, effectivement, ceux qui restent sans rien faire, qui sont au chômage, qui vont devoir reprendre, ben ça va être compliqué. D'un autre côté, ils seront sans doute très contents si c'est le cas, parce que ça veut dire qu'ils ont retrouvé leur job et que leur entreprise n'a pas fermé. Euh, donc souvent, on a une excitation quand est-ce qu'on reprend l'activité, parce que on est très content de rien faire pendant une semaine et après, on a très peur du vide. Moi, je le vois dans des PCA qui ont été déclenchés. Toutes les activités qui sont arrêtées parce que non critiques pendant quelques semaines ne souhaitent qu'une chose, c'est reprendre leur activité, hein, et pas d'être payé à rien faire euh, parce que psychologiquement c'est difficile par rapport à leurs collègues et puis par rapport à chaque personne, hein. C'est à son histoire. Alors, il n'y a pas d'estimation en pourcent du budget PCA sur un pourcentage de chiffre d'affaires ou de résultats. Euh, il y a effectivement déjà un budget à avoir et le budget, ce n'est pas que mes honoraires ou que celui des PC portables, c'est également la charge de travail des personnes qui travaillent sur ces sujets, qui contribuent à ces sujets, qui font l'exercice annuel, c'est les budgets de communication interne, c'est les budgets bien sûr informatiques, télécom, ce sont les budgets qu'on utilise pour former et sensibiliser les gens et prendre le temps de le faire. Donc, j'ai pas de pourcentage, j'ai jamais réussi. J'aurais bien aimé pouvoir construire ces statistiques, mais je n'ai pas suffisamment de données de, budgétaires sur les plans de continuité d'activité. Dans la culture d'entreprise, oui, j'aimerais bien que certains managers se rendent compte que le télétravail, finalement, c'est très efficace et qu'on peut faire confiance aux gens qui vont pas obligatoirement en profiter pour ne rien faire ou aller faire leur jogging. Ouais, j'aimerais effectivement que y ait cette prise de conscience sur le fait qu'on peut être productif à distance euh, quand ça là est possible et qu'on se prépare à gérer des interruptions d'activité avec cette ampleur-là. Ouais, j'aimerais bien, mais, euh, mais je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre parce que comme il y a eu des grands soufflets, il y a très longtemps après l'incendie du Crédit Lyonnais en 1996 dans toutes les banques du quartier, après le 11 septembre 2001, après le printemps arabe, après Fukushima, ces soufflets sont très vite redescendus. Alors c'était pas le même type de crise. En tout cas en France, ça ne touchait pas, ça n'avait pas touché notre tissu économique à ce point-là. Euh, je pense qu'il y aura plus d'organisations de travail occasionnel à distance qui va enfin être vraiment bien encadré juridiquement parce que pour l'instant, il y a quelques jurisprudences, mais il n'y a pas grand-chose et voilà, on va se préparer à ce type de choses-là. Je suis pas sûre qu'on fasse du management de la quantité d'activité une priorité dans les COMEX et dans les CODIR. Donc, moi, je travaille beaucoup. Je fais aussi un observatoire de ce qui se passe dans les entreprises actuellement pour pouvoir ensuite, quand je fais mes formations, aussi avoir des exemples qui ne viennent pas seulement de mes clients, mais d'un plus large nombre. Donc, si vous avez des témoignages, si vous avez un sujet, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me proposer un rendez-vous téléphonique avec plaisir dans les prochains jours. Quand j'aurai repris mon activité intense aux quatre coins du monde, je serai moins dispo, mais là, je suis disponible si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un point particulier. Voilà. Bah, écoutez, merci pour vos remerciements que je vois écrits. J'espère que ça répondait au sujet qui a été annoncé, que vous avez pu avoir un éclairage différent.